tenter de citer quelqu'un comme Paul Valéry, qui disait que quand l'État est trop fort, il nous écrase, quand l'État est trop faible, nous périssons. Au-delà du fait que Paul Valéry voulait juste nous suggérer l'idée selon laquelle l'État a le monopole de la violence, cet éminent écrivain français voulait nous dire qu'un État fort dans un État organisé a de l'importance. Quand je dis ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire que aussi bien qu'il s'agisse de l'incendie au domicile de Moustapha Cissé Lo, qu'il s'agisse de l'histoire des terres de Mbane, qu'il s'agisse récemment de la drogue au sein de la police, eh bien, à ma foi, l'État sénégalais a fait preuve d'une faiblesse notoire qui inquiète les Sénégalais. En quoi? En quoi faisant? Si on entend le ministre de la Justice et le ministre Youm s'exprimer sur cette affaire, les Sénégalais sont inquiets et cette affaire risque d'être classée au rayon des je ne sais pas comment l'appeler encore quoi. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'État n'est pas disposé à prendre en charge cette question qui interpelle les fondamentaux même de la nation sénégalaise. Parce qu'un colonel de la gendarmerie, un officier supérieur qui prend sur lui la décision d'écrire et d'interpeller directement l'État, que le ministre Oumar Youm vienne nous dire que l'État n'est pas interpellé, je me dis qu'il a une conscience ou bien une perception assez singulière de l'État. Quand il nous dit que l'État n'est pas interpellé, mais la gendarmerie, c'est le bras séculier de l'État du Sénégal. C'est le bras séculier de l'État du Sénégal. C'est un démembrement de l'État du Sénégal. Donc, qu'on nous dise que l'État n'est pas interpellé, que le ministre Augustin Tine revienne pour nous dire qu'il sait ce qu'il a fait, la gendarmerie a son mode de fonctionnement. C'est ce qu'il attend. Non seulement il sait ce qu'il attend, mais j'ai bien peur que nous allons assister à une enquête judiciaire qui sera transmise à la justice. Et l'agneau du sacrifice risque d'être le colonel Ndao. Oui, et Charles Moreau, partagez-vous son avis qu'en réalité on assiste à une arlésienne, pour parler comme vous les poètes? En fait, je voudrais déjà profiter de Pierre-Edouard que vous me donnez pour souhaiter une bonne fin de Ramadan à tous nos compatriotes musulmans. Mais ensuite, souhaiter et prier que le bon Dieu ne se détourne pas tout à fait du Sénégal. C'est juste une C'est déjà détourné du Sénégal? J'ai trop peur qu'il s'en détourne par lassitude et parce que véritablement il n'y a aucune cadence et on n'accélère rien du tout. Pour simplement faire une transition et entrer dans le vif du sujet. J'ai pensé et j'ai toujours voulu être comme Victor Hugo, rentrer dans la poésie comme vous dites, un général et un poète. C'était ma manière à moi d'apprécier et de dire à quel point du Prytanée militaire à Saint-Cyr, j'ai toujours pensé que ma vie devait se passer là. Parce que les militaires représentaient, les gens tenus représentaient quelque chose et représentent encore quelque chose pour moi. Jusqu'à cet instant précis où un homme de tenue effectivement fait l'actualité et à la limite qui me conforte dans un fait très simple. Je n'ai pas encore lu le livre, je ne le lirai jamais parce que j'ai horreur de fouiller dans les poubelles. Je déteste cela alors. C'est un problème d'éthique et de comportement intellectuel. Mais est-ce qu'il s'agit là de fouiller dans les poubelles? Parce que les faits qu'il révèle sont d'une gravité extrême. Dans les écoles d'où je sors, et d'où je sors certainement, on nous a fait comprendre qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller sur les places publiques, mais que le linge sale peut se laver en famille. Il y avait des choses qui les engageaient et ce n'est pas un compagnonnage nouveau qui eût permis et fait de sorte qu'effectivement il y ait de la sérénité et qu'entre eux ils règlent leurs problèmes. Mais puisque le problème est maintenant dans la rue, je crois qu'en fait, même si par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas dire quoi que ce soit du livre parce que je ne l'ai pas lu, les bribes de choses que j'entends effectivement de s'y raconter me confortent dans un fait très simple, qu'Augias est dans la République du Sénégal et qu'il y a trop d'écuries qui mériteraient véritablement d'être nettoyées. Autrement dit, il y a trop de désordre qui mériterait dans ce pays d'être réordonné. Et l'État a un rôle fondamental à jouer là-dessus. L'État a un rôle fondamental. Je crois qu'en fait, avec ces deux histoires-là, le livre de Oumar Sankaré, le livre de Abdoulaye Aziz Ndao,
c'est Dieu qui nous donne rendez-vous et c'est la deuxième fois. Avec le livre de Oumar Sankaré, comme je le disais, tant que dans 3 livres révélés mais de profanes, Larousse, Robert, Littré, du côté du divin, le hasard n'existant pas, effectivement, Dieu aurait pu faire de sorte que le livre sorte en 2012 au lieu de 2014. S'il est sorti en 2014 alors qu'il était fini depuis 2012, c'est que quelque part, il y avait nécessité au niveau du divin, par exemple, de nous convier à une introspection, qu'on nous revoie, qu'on se revoie et qu'on revoie véritablement notre foi et notre croyance en lui. Ok. La deuxième chose, effectivement, avec le livre de Dieu, c'est qu'en fait, il y a nécessité véritablement à faire de sorte que la sérénité soit dans les rangs, mais surtout que l'État soit assez vigilant et regardant, ne serait-ce que dans sa manière de prendre en charge les questions cruciales des Sénégalais. Ok. Pape Sadio, au-delà de l'aspect métaphysique, est-ce qu'aujourd'hui, notre sécurité n'est pas en danger? Après la police, l'histoire de la drogue dans la police, aujourd'hui, on nous parle de la gendarmerie. Qui sait, demain, on pourrait nous parler de l'armée, par exemple. Vous, comment appréhendez-vous cette question-là? Oui, vous touchez, là, vous agitez une très bonne question. À l'heure actuelle où nous sommes, ce sont aujourd'hui les institutions les plus sensibles, les bras séculiers de l'État, à savoir la police et la gendarmerie, qui sont secoués par des pratiques, n'ayons pas peur d'eux, mais par des pratiques extrêmement mafieuses. Si, avec l'affaire de la police et le limogeage du commissaire Cheikhou Keïta, les Sénégalais se sont rendus compte qu'au sein de ces institutions qui représentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bras séculiers de l'État, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Et l'État n'a jamais pris en charge de manière courageuse, lucide et pertinente ces questions de sécurité. Quand le colonel Ndao, j'ai dit à des amis que le colonel Ndao n'a pas fait dans la circonlocution, il n'a pas fait dans la poésie, même si par ailleurs j'ai gratigné un peu mon doyen et frère Charles-Éric Moreau. Non, pas la poésie mène le monde. Voilà, elle mène le monde. Donc elle n'a pas fait dans la poésie ni dans la prose. Le colonel Ndao a été précis avec ses cibles. Il a cité nommément des gens et a mis l'État face à ses responsabilités. Je me demande maintenant en quoi des ministres de la République peuvent venir nous dire que cette affaire relève du domaine privé. Donc je pense que l'État ne doit pas faiblir, il doit prendre en charge cette question et la régler de manière définitive pour que nos institutions soient des institutions viables et respectées. Oui, et curieusement, on a même l'impression que l'histoire est en train de bégayer. On s'en souvient quand le ministre de l'Intérieur à l'époque où le commissaire Keïta avait sorti un peu ce scoop-là concernant l'affaire de la drogue, il avait dit que c'est un règlement de compte entre policiers, ils se connaissent. Donc là, l'État dégage ses responsabilités, quoi. Effectivement, l'État dégage ses responsabilités. Et au Sénégal, la meilleure manière aujourd'hui de laisser pourrir une situation, c'est de créer des commissions ou bien de faire dans la banalisation excessive ou caricaturale. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien peur que cette affaire ne soit classée au rayon des faits divers alors qu'elle interpelle l'État dans ses fondements, dans ses fondamentaux. Quand le colonel Ndao parle de concussion ou bien de corruption au sein du maquis, via un officier supérieur de l'État, c'est parce qu'il est précis. L'État est interpellé. Le président de la République doit prendre en charge cette question. Bon, on nous dit qu'en droit positif sénégalais, le procureur ne peut pas s'autosaisir pour entendre un officier supérieur. Je veux bien. Mais le président de la République doit lui donner les moyens d'entendre cet officier supérieur et qu'une information judiciaire soit ouverte pour que les Sénégalais soient édifiés. Bon, malheureusement, nous sommes dans un pays qui est en mal de société civile. C'est vrai qu'il y a une opinion, l'émergence d'une opinion publique alerte, mais nous n'avons pas encore senti la société civile prendre en charge cette question et pour pousser l'État dans cette dernière réponse de tranchement pour que cet État puisse prendre en charge cette affaire et édifier les Sénégalais sur les tenants et les aboutissants. Oui. Charles, faut-il obliger aujourd'hui à l'État de prendre ses responsabilités? Mais l'État forcément prendra ses responsabilités, ne serait-ce que par réflexe de conservation. Macky Sall n'a pas envie de se suicider et jusqu'à preuve du contraire,
il n'a aucun intérêt. Sauf que lui aussi, il est cité, Macky Sall, dans le livre. Tout le monde est cité. Le résultat des courses, c'est comme je le disais tantôt et au début, effectivement, il y a trop de désordre dans ce pays qui mériterait d'être réordonné. En fait, pour qu'on en arrive à un État organisé, un État très fort, un État véritablement qui gère et de la façon la plus froide possible, effectivement. Cette histoire-là, elle ne va pas à la limite pourrir. On ne va pas non plus la laisser pourrir. Ne serait-ce que parce que par les échanges qu'il y a eu, le général Abdoulaye Fall, qui doit venir incessamment à Dakar et qui a déjà averti sa famille, effectivement, pour son compte à l'autre, etc., etc. On est dans le champ précis de la nation sénégalaise, qui voudrait qu'en fait, l'honneur aussi se lave. L'affront se lave aussi, ça ne va pas s'arrêter de cette manière. C'est à la limite l'État qui doit taper sur la table, effectivement, pour faire de sorte que cette mauvaise récréation-là s'arrête. Mais il faut qu'il donne sa part de vérité. On Inévitablement, n'attend pas de lui un règlement de compte. Inévitablement, il le donnera parce qu'en fait, c'est un politicien français du nom de Cueil qui le disait. La meilleure manière de donner réponse à des questions qui n'en ont pas, c'est de les laisser pourrir. Cette fois, ça ne va pas pourrir et l'État est interpellé au plus haut chef et ils le savent. Quelle est la salade qu'ils vont concocter avec leurs cellules de communication, etc., etc., parce qu'il va falloir parler avec les Sénégalais, ça reste... Le Sénégal est-il malade de ses corps militaires et paramilitaires? Le Sénégal est malade partout. De partout d'ailleurs. Ça se voit en tous les secteurs, effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que gratuitement, que pratiquement depuis 2 ans et demi, les gens se disent, et de façon presque tacite et unanime, on n'avance pas, on tourne en rond, on cherche et on se cherche. On en est encore là à 1095 jours de magistrature de Macky Sall. C'est un peu inquiétant et c'est en cela, dès le début, je disais qu'en fait, il faut souhaiter que Dieu ne se détourne pas intégralement, complètement du Sénégal. Oui, Pape Sadio, qu'est-ce qui pourrait expliquer la sortie d'un tel livre de la part de quelqu'un qui sera dans 4 ans à la retraite, dans 4 mois? Bon, je ne vais pas entrer dans le secret, dans le secret des dieux, mais il a effleuré la question tout à l'heure. Vous savez, à la décharge également des communicants du président de la République, mais également de ce trust politico-médiatique qui travaille à mieux positionner le chef de l'État. Je voudrais leur dire que la qualité de l'État de droit, la qualité du système judiciaire et de l'État de droit sont absolument nécessaires et prioritaires pour tout processus de développement. Et ça, on n'a pas besoin de faire des études poussées pour le comprendre. Je vous donne pour preuve, aujourd'hui, et vous dire que l'état de droit, l'absence d'état de droit et d'un système judiciaire impartial font que partout en Afrique, dans nos pays, les investisseurs qui se bousculent dans nos pays ont souvent des pratiques mafieuses. C'est parce qu'ils sentent que quand le colonel Ndao dit qu'il y a usé pour acheter des bœufs de je ne sais pas de quel pays, mais ça veut dire que l'argent du contribuable sénégalais a été détourné. Voilà des attitudes qui encouragent aujourd'hui des investisseurs qui ont des pratiques mafieuses à venir s'installer chez nous. Quand ils viennent chez nous, ils s'adaptent au système mafieux mis en place et créent eux-mêmes leur propre circuit mafieux, ce qui du coup contribue à augmenter la corruption généralisée, mais également participe à la déliquescence de l'État à travers ses organes de contrôle. Donc moi je pense que cette affaire-là mérite, comme je l'ai dit tout à l'heure, mérite d'être clarifiée, les Sénégalais méritent d'être édifiés sur cette affaire-là. On ne peut pas se retrancher derrière le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs pour dire que oui, effectivement, cette affaire-là n'interpelle pas l'État. Donc, ma foi. Oui, et ce livre a quand même le mérite de confirmer ce qu'on savait déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui coule en Casamance. Il y a les mallettes qui circulent là-bas. Alors, est-ce que c'est cela qui entretient encore le conflit, que certains disent que c'est le conflit le plus vieux en Afrique de l'Ouest? De toute façon, la Casamance est devenue non pas une région du Sénégal, mais un bon fonds de commerce. Comme Macky Sall est devenu depuis un certain temps aussi un bon fonds de commerce pour beaucoup de gens. Abdoulaye Wade l'a été, Abdou Diouf l'a été, Senghor même l'a été, effectivement. C'est dans la logique peut-être de choses, ou dans la marche illogique, mais acceptée de beaucoup d'autres choses, effectivement.
À tel point que, de toute façon, nous n'avons pas besoin qu'on nous informe sur un livre pour qu'on sache qu'effectivement, il y a des gens qui souhaitent et qui prient certainement dans les mosquées et dans les églises pour que la guerre, la paix en Casamance ne soit jamais. Parce que c'est un terrain salanek, c'est un soutour salanek, etc., etc. À tel point qu'il y a trop d'enjeux et c'est devenu préoccupant. Mais si ça vient de ceux qui devraient combattre ce conflit-là, ça devient plus inquiétant. Oui, mais en fait, les gens vont au marché avec des feuilles de victuailles ou de provisions qui ne sont pas forcément les nôtres. La Casamance est devenue un grand supermarché. Les gens y vont pour sortir ce qui les intéresse là-dedans. Il y en a qui souhaitent le plus naïvement du monde, mais le plus normalement du monde, que la paix puisse exister là-bas. Il y en a effectivement qui se battent tous les jours effectivement, pour que la paix ne soit jamais. Parce qu'en fait, c'est un monde. Et dans un monde, il y faut de tout. C'est pourquoi, effectivement, quand j'ai entendu parler de l'argent qui allait au MFDC, ça ne m'a pas surpris le moins du monde. Parce qu'un État, c'est un monstre froid. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas Pape Sadio, ce n'est pas Pierre-Edouard, ce n'est pas Élie-Charles Moreau. Un État, c'est un monstre froid. Il agit en fonction d'intérêt et en fonction d'intérêt du moment singulièrement. Il ne faut pas faire dans le romantisme qui voudrait que oui, la Casamance me souhaite, etc. Macky Sall, je te le dis tantôt, est devenu même un fonds de commerce. On lui raconte n'importe quoi, c'est en fonction d'intérêts particuliers, ce n'est pas des intérêts collectifs. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne aussi que le Sénégal, l'État du Sénégal a obligation d'éclairer, que les choses soient claires, effectivement. Mais il ne faudrait pas jeter l'anathème sur l'État du Sénégal. L'État du Sénégal est comme tous les autres États du monde. Ils ne sont pas que vertueux, ils ne promeuvent d'ailleurs jamais la vertu. Ils ont des choses secrètes qui fonctionnent, mais à la limite, l'idéal et l'essentiel étant qu'ils ne sortent jamais des carcans dans lesquels on les garde. C'est aussi simple que ça. Oui, Pape Sadio, oui, sur la Casamance. Oui, mais je pense que tout le monde connaît les enjeux, mais également le rôle et la place de l'argent dans le conflit casamançais. Voilà une rébellion qui ne se soucie pas, contrairement aux autres rébellions, qui ne se soucie pas de contrôler, ne serait-ce qu'une portion du territoire national, parce que la base arrière de cette rébellion, c'est peut-être la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc c'est une rébellion qui ne se soucie non pas de contrôler une portion du territoire national, mais qui se soucie beaucoup plus, c'est une rébellion rentière, qui, à travers la culture de la drogue, mais également le commerce du bois, mais ce sucre. Donc cette rébellion-là, quand on nous dit qu'à un certain moment de l'évolution de notre pays, le général Fall a reçu de l'argent venant du chef de l'ancien chef d'État. Il était le convoyeur de fonds. Il était le convoyeur de fonds. Donc quand de tels propos sont mis sur la place publique, moi je pense qu'il y a matière à réflexion. Heureusement, à la décharge du président Macky Sall, qui a toujours refusé de nommer un monsieur Casamance, je pense qu'il avait, dès sa prise de fonction, pris un bon chemin et annoncé la couleur, annoncé une rupture dans la gestion de ce dossier-là. C'est vrai que depuis lors, la rébellion et ses velléités séparatistes se sont tassées, mais ma foi, le livre est venu jeter un la gestion de ce dossier-là. Donc, qu'on nous dise aujourd'hui que c'est une affaire purement privée, moi j'en doute et je veux vraiment que les Sénégalais soient édifiés et éclairés. Et le silence du président dans tout cela? Oui, peut-être qu'il cherche l'opportunité, qu'il va trouver certainement l'opportunité pour parler avec les Sénégalais, parce qu'en fait, à des moments graves dans la marche d'une nation, d'un pays, effectivement, il est aberrant et insensé que la première magistrat suprême ne se prononça pas sur les choses fondamentales qui y ont cours. Mais je ferme la parenthèse pour revenir sur le problème de la Casamance. Moi, je considère qu'en fait, on y a apporté des valises, on n'y a pas apporté des mallettes, etc. etc. Cette querelle-là, ou du moins ces discussions-là, je n'y entre pas. Et je considère que la meilleure manière de régler le problème casamançais est de faire de sorte que les gens du MFDC se tassent, déposent les armes. C'est non pas seulement de le théoriser, mais de faire de sorte que la Casamance soit un pôle économique dynamique. Socioculturellement, quand on y réfléchit, parce que c'est un problème qui date du XXe siècle, 82 à aujourd'hui, etc.,
qui est encore là au 3e millénaire, je considère qu'en fait, on ne s'est pas correctement assis pour prendre en charge ces questions-là et qu'il fait de sorte que, aujourd'hui, Abdoulaye Aziz Ndao ne se trouve pas dans une posture pour dire qu'il y a tant de mallettes et qu'il y a tant de barils de machin chouette ou de ceci ou de cela. C'est exactement cela. Qu'on s'assoie, qu'on fasse de la Casamance une question et qu'on trouve les réponses idoines. Non pas en 4 murs ou avec des autorités sélectivement choisies par un président de la République, monsieur Casamance, mademoiselle Casamance. C'est autant d'aberrations, je crois, que le problème casamancé va être résolu quand on daignera véritablement s'asseoir et sérieusement prendre en charge la Casamance comme une question majeure. Voilà, monsieur, nous allons progresser un peu et parler de l'installation des maires après les élections locales. Beaucoup de localités connaissent déjà les maires qui doivent présider à leur destinée. Alors, je démarre avec vous, Pape Sadio Thiam. Pensez-vous qu'on va voir enfin des maires de type nouveau? Oui, des maires de type nouveau, bon, il faut attendre pour voir. Mais ce qu'on a constaté aujourd'hui avec l'élection des maires, c'est qu'il y a un risque de détournement du suffrage des électeurs. Parce que le suffrage indirect fait que le choix des électeurs sur un tel maire, la localité qui est connue est toujours presque détournée. Et malgré l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne, malgré le fait que les Sénégalais de plus en plus se rendent compte que la gestion de leurs affaires doit revenir à des gens beaucoup plus vertueux, qui sont de la communauté, qui sont aptes à prendre en charge les préoccupations de la communauté. Donc malgré que les Sénégalais soient conscients de cet état de fait, moi j'estime que quand il s'agira la prochaine fois d'organiser des élections de ce genre, qu'on réfléchisse d'abord de manière générale sur le système partisan sénégalais, pour que n'importe qui ne se lève pas un jour pour se réclamer, pour dire que je veux diriger telle ou telle localité. Donc c'est le système partisan sénégalais de manière générale qu'il faut revoir dans sa globalité et dans son fonctionnement. Richard? Voilà, en fait, moi je n'ai pas vu de grands changements. Ce sont les politiciens qui ont rempilé. On a attendu la société civile, on a attendu des indépendants, on a vu les politiciens réellement réinvestir le champ des localités. C'est aussi simple que ça. Si on veut faire on disait que les Sénégalais avaient désavoué les hommes politiques, c'est pas vrai à la lumière de ce qu'on a vu. C'est faux. Oui. C'est comme dire, par exemple, les idéologies ont disparu, elles sont mortes. Ça n'engage que ceux, comme les promesses, ça n'engage que ceux qu'ils disent de toute façon. La réalité, elle est là. Les politiciens ont rempilé de Saint-Louis à Dakar en passant par toutes les autres capitales de région qui font le Sénégal. Je peux quand même faire dans le romantisme et qui voudrait que 2019 soit l'année réelle des indépendants et des gens dits de la société civile. Parce que véritablement, 2017. Les Sénégalais, 2019, on est en 2014, ils en ont pour 5 ans. Aux prochaines locales. Aux prochaines locales, dans 5 ans. Les Sénégalais seront assez édifiés pour voir que de n'importe quelle mairie du Sénégal, ils se sont préoccupés de tout sauf de leurs problèmes. Pour carrément savoir que quand ils déclaraient qu'ils étaient fatigués, mais fatigués surtout d'être fatigués, effectivement, les maires avec leur beau discours ne les ont aidés en rien. Il n'est plus question effectivement qu'on les essaie parce qu'en fait il y a d'autres entités et d'autres corporations qui mériteraient d'être essayées d'être dans le champ. Mais pour l'instant, ne serait-ce qu'à Dakar, comment ça s'est passé? Khalifa Sall a tout emporté et Khalifa, à la limite, ce n'est pas la société civile. Il y avait des occasions et des possibilités de sanctionner. Les gens sont allés encore voter pour les politiciens. On n'est que dans des vœux pieux qui voudraient que dans 5 ans, effectivement, les choses changent parce qu'en fait, ils auraient montré carrément cette fois leurs limites. Oui, mais Pape Sadio, est-ce que vous pensez que le fruit est assez mûr pour qu'on puisse procéder à ce saut qualitatif-là, confier les mairies à des indépendants, à des non-politiques? Oui, c'est-à-dire passer de la société civile à la société politique classique. Voilà. Oui, moi j'estime que les Sénégalais ne sont pas assez préparés aujourd'hui pour passer de la société civile à la société politique classique. D'autant plus qu'avec ces élections, d'aucuns avaient pensé que nous allions assister à une rupture fondamentale dans la gestion de nos mairies en confiant ces institutions à des hommes neutres qui habitent la localité. Moi, j'estime que après la publication de ces résultats, j'ai été un peu déçu. Je me suis rendu compte qu'effectivement,
les politiciens de métier ont de beaux jours encore devant eux. Donc, dans la gestion des mairies, aujourd'hui, on revient donc au classicisme qui a toujours prévalu. Donc, ce sont les politiques qui sont revenus et ils ont de bons jours devant eux. Non, 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 pas de beaux jours. Ils vont finir dans 3 ou 4 ans. Ils vont finir. C'est aussi ce qu'on dit depuis des décennies maintenant. Non, le Sénégal revient de très loin. On revient du parti unique. On vient du parti unique. On vient de la clandestinité. On vient du multipartisme restreint. On vient du multipartisme intégral. On vient à un moment, effectivement, où le Sénégal, je le disais tantôt, peut se targuer de 2 choses. D'avoir une démocratie vitale et vivante et qui n'a rien à envier ni aux grandes démocraties ou de pays dits de grandes démocraties, mais une opinion publique qui n'attend aucun mot d'ordre pour que des choses changent. Il y a suffisamment de preuves. À tel point qu'en fait, je considère simplement qu'il y a à prendre son mal en patience et à attendre parce qu'en fait, le peuple n'a pas besoin d'être briefé. Mais là, vous risquez d'attendre longtemps, Élie Charles, parce qu'aujourd'hui, on voit que les politiques sont en train même de phagocyter les personnes qui théoriquement étaient dans la société civile. C'est des personnes qui, à la limite, n'avaient aucune conviction, sinon que la conviction de leur ventre. C'est aussi simple que ça. C'est un jugement de valeur, ça. Ce n'est pas un jugement de valeur. Quand on passe son temps à crier pour que des choses changent, on ne s'assoit pas pour s'incruster pour que des choses persistent et autrement avec eux, simplement. À la limite, c'était juste une histoire. Pierre-Edouard, pousse-toi. Ça, ce n'est pas une opinion publique. Ça, ce n'est pas une société civile. Et ça me conforte dans ce que j'ai toujours dit. La société dite civile. Et j'avais raison, bien que beaucoup de gens croyaient que c'était de la caricature. Moi, je n'ai pas d'étonnement et d'indignation par rapport à ça. Ils ont montré leur vrai visage. Oui, aujourd'hui, même si quand vous êtes dans la société civile et que vous voudrez concourir aux élections... Dans la société dite civile. Oui, et que vous avez l'ambition de concourir aux élections municipales, vous êtes obligé d'avoir le récépissé d'un parti politique. Ça, c'est quoi? C'est une barrière. Oui, mais je voulais également compléter pour dire que l'argent a joué une part prépondérante dans ces élections-là. Les politiciens l'ont tellement bien compris que ils savent que qui tient les cordons de la bourse s'approprie la part de l'électorat le plus important. C'est pas forcément vrai, hein? Oui, mais c'est pas forcément vrai, mais c'est la tendance généralisée qu'on a observée dans la plupart des localités. Vous prenez le département de Guédiawaye, tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. C'est de l'argent qu'on a investi, beaucoup d'argent même dans les mosquées, au niveau des ASC et dans un contexte de pauvreté généralisée, l'argent joue, et dans un tel contexte, l'argent joue un rôle prépondérant et contribue à détourner la conscience des Sénégalais ou bien des citoyens non avertis. Donc sur ce plan-là, moi, j'estime qu'on n'a pas été assez persévérant, on n'a pas mis les garde-fous qu'il fallait aujourd'hui pour contrecarrer ces effets néfastes qui contribuent aujourd'hui à rendre la scène politique moins éthique, mais également moins vertueuse. Vous savez, Pierre-Edouard, moi j'ai la malchance d'avoir mon maire, le maire que j'avais choisi pour conduire le quartier duquel je me reconnais. Il a perdu. Il a perdu par naïveté. C'était dans quelle localité? HLM, Cité des Eaux, machin chouette, etc. Il a perdu par naïveté parce qu'il a cru effectivement que les Sénégalais maintenant étaient assez édifiés, effectivement, qu'ils avaient gagné en maturité et qu'on ne les achèterait plus, etc. Ce n'est pas une question d'argent. Il est bien vrai que les cœurs des militants, des électeurs singulièrement, ne se gagnent pas forcément à l'argent, mais à l'émotion qu'on peut susciter. Mais l'argent est nécessaire aussi. Quand on part de 2 choses et qu'on les omet, quand on doit partir de 2 choses et qu'on les omet, une organisation et une méthode, on ne parvient même pas à savoir que le jour du vote, il faut des superviseurs, parce qu'en fait, ils n'ont pas cette culture de politiciens-là, les gens de la société dite civile et les indépendants, pour savoir que jusqu'au dernier moment, et c'est le jour du vote que tout se passe, au-delà de la campagne électorale, qui n'est même pas une campagne, parce que la campagne, elle est d'abord une pré-campagne. Les jeux sont faits avant la campagne électorale. Et les jeux sont faits déjà le jour même du vote, parce qu'en fait, quand on manque de superviseurs, on est sûr à 90% de perdre. C'est exactement ce qui est arrivé à mon maire, qui était déjà et qui est un membre de la société dite civile. C'est pourquoi
Pour le consoler, effectivement, et je le crois sincèrement, je lui dis qu'en fait, tu prends ton mal en patience, nous attendrons encore 1825 jours. C'est aussi simple que ça, dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, les Sénégalais en auront tellement pris. Et ils auront même vomi cet argent dont vous parlez à Guédiawaye, effectivement, parce qu'ils auront pris conscience qu'en fait, c'est leur argent, l'argent du contribuable qu'on leur envoie de manière... Monsieur, une passation de service peut en cacher une autre. Les maires sont en train d'être installés, les ministres nouvellement nommés aussi. Nous allons commencer par le premier d'entre eux, Mohamed Dionne, à la place d'Aminata Touré. Alors, Pape Sadio, pensez-vous, il a appelé lui au travail, contrairement à Mimi Touré qui avait promis d'accélérer la cadence. Pensez-vous qu'on est enfin sur la voie de l'émergence avec Mohamed Dionne? Oui, ça me fait un peu sourire quand même. Parce que nous avons, depuis l'installation de ce gouvernement, nous assistons à la production d'une abondante littérature ou bien d'une sémantique des mots. Ils aiment trop les slogans. Oui, ils aiment trop les slogans. J'ai l'impression que ce gouvernement-là pense que le salut des Sénégalais se trouve dans la production d'une abondante littérature sémantique du genre accélérer la cadence, opération Fendi, la patrie avant le parti, une gestion sobre et vertueuse. Ils sont très forts en production de concepts et de sémantique. Mais la réalité des Sénégalais est telle que, le vécu des Sénégalais est tel que l'on doute encore. On nous parle de l'émergence du Sénégal, mais l'émergence du Sénégal a des fondamentaux. Il y a des prérequis. Les prérequis pour une émergence économique durable et viable, c'est d'abord la possibilité pour chaque Sénégalais de disposer d'assez d'eau, mais également d'une électricité, la fourniture d'une électricité régulière et en quantité suffisante. Si on ne parvient pas à régler ces fondamentaux-là, comment voulez-vous qu'on soit un pays émergent? Donc moi, je pense que le gouvernement de Mohamed Dionne a du pain sur la planche. Qu'on ne vienne pas nous dire que nous avons hérité d'une situation catastrophique. On les a élus pour régler ces problèmes-là. Donc, j'estime à mon avis que le gouvernement de Mohamed Dionne doit s'atteler, doit se mettre à la tâche pour régler d'abord la question de la fourniture de l'électricité, mais également la question d'une fourniture assez bonne de l'électricité, également de l'eau. Oui, pensez-vous comme lui que l'argument de la lourdeur de l'héritage ne suffirait pas pour expliquer une éventuelle contre-performance du gouvernement? Pour être dans le tempo de ceux-là qui nous gouvernent et qui ont, depuis un certain temps, comme dit Pape Sadio, un penchant à sortir que des slogans. Je dirais que pour les citer, une analyse concrète de la situation concrète. Comme dirait les communistes. L'analyse concrète de la situation concrète permet de dire simplement ceci, que nous n'avancerons nulle part et nullement tant qu'on ne considérera pas que le premier problème du Sénégal, ce n'est pas forcément les denrées alimentaires, ce n'est pas forcément l'eau, l'électricité, mais c'est déjà un problème de recouvrement des valeurs réellement, de civisme, d'éducation et qui considère singulièrement que le travail est une valeur. Il ne s'agit pas d'appeler au travail. Comme si, effectivement, le Premier ministre ou la primature précédente n'avait fait que passer son temps au parcours sportif, accélérer la cadence. En fait, ça fait drôle, quoi, effectivement. Et le malheur, c'est qu'en fait, Macky est entouré de gens qui se disent épistémologues, qui ne savent même pas correctement décrypter les concepts que l'on utilise. C'est comme quand on parle de rupture. Pas au parcours sportif. Il ne s'agit... Non, c'est une manière caricaturale, effectivement. On accélère la cadence, tu ne le vois pas dans un studio à Walfadjri. Tu le vois et tu vois des gens au parcours sportif sur la corniche en train, effectivement, de prendre du bon temps, ne serait-ce que pour se refaire les biceps. Quand on parle du travail, effectivement, c'est qu'en fait, l'autre n'avait pas du tout fait grand-chose, n'avait encore rien fait. Maintenant, on cesse de s'amuser. C'est la fin de la récréation au travail. Mais on ne travaille pas comme ça. Déjà, il y a des prérequis, effectivement. Il y a énormément de préalables. On ne peut pas, à la limite, les problèmes d'un pays, pour ne pas dire un pays, avec juste des réflexes partisans qui voudraient qu'on gère tel quota, telle ethnie, machin chouette, etc. Comme si
comme disait le fameux Abdoulatif Coulibaly, la République du Sénégal n'était pas assez abîmée, qu'il fallait déjà véritablement que Wade dégage pour qu'on refasse et réinstalle la République dans ses lettres de noblesse et dans toutes ses syllabes d'accueil. Le résultat des courses, c'est qu'en fait, on est encore dans une République non pas citoyenne et de citoyens, mais dans une République de militants et de mange-mille. C'est cela d'abord qu'il faut changer, parce que les 36 personnes nécessaires pour véritablement faire de sorte que les Sénégalais sortent de leur situation de misérables, de gens fatigués d'être fatigués, effectivement, existent dans ce pays et courent les rues et sans lui-même. Le malheur, c'est qu'en fait, ce ne sont pas forcément des gens qui ont la carte du parti ou la carte des compagnons. Et c'est ça la première des aberrations. Sinon, véritablement, tous les ingrédients peuvent être en place pour réussir le Sénégal comme projet et comme projet de société. Oui, mais vous savez, vous restez aussi dans cette logique de production de slogans et de concepts. Vous savez, la rupture suppose, quant à son applicabilité, la possibilité pour le chef de l'État, celui que les Sénégalais ont élu, la possibilité de pouvoir prendre les mesures justes pour débarrasser les Sénégalais d'un fardeau tel que la quête d'eau. Parce que quand vous passez dans les rues, quand vous voyez les femmes sénégalaises portées sur la tête des bassines d'eau, quand vous passez au niveau de la banlieue, vous constatez que presque il y a 2 ou presque 3 mois, les gens n'ont pas d'eau. Et quand vous parle d'émergence économique, forcément, vous avez un goût de cendre dans la bouche, pour parler comme l'autre. C'est pour moi l'occasion de revenir sur ce que j'appelle les contrats d'affermage qui lient l'État du Sénégal à la SDE par l'intermédiaire de l'entreprise d'Agré. On nous a dit que le président de la République est un homme qui est né après les indépendances. Je veux bien. Donc, il doit être dans les dispositions psychologiques aujourd'hui. Donc, il est né après les indépendances. Donc, il n'a vécu ni la colonisation, ni ce que j'appelle, comment dirais-je encore, il n'a pas vécu la période des colonisations. Les années d'ajustement ou oui, mais il a vécu les années d'ajustement. Quoi. Il a vécu les années d'ajustement. Donc, il n'a pas vécu la colonisation. Donc, dans les dispositions psychologiques aujourd'hui, a coupé le lien ombilical que nous lui avec l'ancienne puissance tutélaire. Aujourd'hui, on se rend compte que l'entreprise, la SDE fonctionne comme presque... C'est des Français qui ont investi de leur argent, mais c'est comme s'ils étaient en terre... Enfin, qui n'ont pas devoir de résultat vis-à-vis des Sénégalais. Donc, Macky Sall doit prendre en charge cette question-là et faire de sorte qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont bénéficié d'un contrat d'affermage puissent produire et donner aux Sénégalais les résultats qu'ils attendent. Mais ça, ce serait peut-être du nationalisme de mauvaise aloi. Non, ce n'est pas un nationalisme de mauvaise aloi, parce que le contrat a été signé avec la SDE. Mais au moins, les Sénégalais aient une fourniture d'eau assez suffisante et de qualité. C'est vraiment ce qu'on demande, c'est pas diable. Et là, le Premier ministre Mimi Touré, après le scandale de Keur Sarr, qui se trouve être le scandale hydraulique le plus prégnant de l'histoire de notre pays, il nous avait dit que des audits allaient être menés pour situer les responsabilités. Mais et là, on revient à la case départ. Ouais. Donc, je pense que c'est... Sadio, vous êtes vraiment un intellectuel très romantique, quoi. Ok. Non, très sincèrement. Oui. Au-delà du romantisme, nous allons entrer dans le réel. On avait présenté Macky Sall comme étant le président des réformes. Avec lui, certains observateurs pensaient qu'il allait vraiment réformer les institutions, moderniser les institutions. Mais depuis qu'il est là, on a l'impression qu'il se hâte lentement. Il n'est pas pressé à procéder aux réformes. Un Djiboka sur ce même plateau disait qu'en 3 mois, Mitterrand avait fait toutes les réformes nécessaires en France. Macky en sera bientôt à 3 ans et il n'a rien fait pour l'instant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Macky n'a rien inventé et c'est un fait qui existe. Il suffit simplement d'être très vigilant pour s'en rendre compte. Chaque président africain, dans le champ vaste de la francophonie, 17 ou 18 je crois, qui devient président de la République, le premier réflexe qu'il a, c'est de voyager, d'aller en France. Ce n'est pas pour regarder la Tour Eiffel, c'est comme je dis, pour aller prendre le cahier de charge. On avait annoncé la mort de la France-Afrique. Elle ne mourra jamais. Et la preuve est là. C'est Pape Sadio qui se plaint que la SDE et le machin chouette, etc. C'est aussi simple que ça. Il ne faudrait pas rêver.
Macky Sall a été dans la même logique que tout le monde. Quand on l'a nommé, le premier voyage qu'il a eu à faire, c'était d'aller en France du temps de Sarkozy, mais d'aller en France parce que les choses avaient changé. Ce qu'ils se sont dit, ce sont autant de choses que quand on sait décrypter, effectivement, on peut comprendre. Abdoulaye Wade avait sorti l'armée française ou les bases machin chouette, ils sont revenus. Au niveau du port, il y a eu des choses qui se sont passées, la France est encore revenue pour dire simplement ceci. La France ne fait dans aucun romantisme. L'indépendance dont on parle n'est qu'une perspective encore 54 ans après. La colonisation a revu de nouveaux habits. Effectivement, il ne faut pas rêver. Nous ne sommes pas encore sortis des ruines et des nuits dans lesquelles nous sommes depuis longtemps. Oui. Le président qui va faire changer cela, c'est Thomas Sankara qui a voulu le faire. Le résultat, on a vu. Maintenant, sur les réformes attendues. Sur les réformes attendues, les réformes à la limite... En commençant par exemple par la durée de son mandat. Oh, écoute, moi je ne crois pas à ces choses-là. Moi je crois à du vrai, à du palpable. Tout le monde théorise. Je peux faire les plus belles phrases de ce pays. Les Sénégalais n'attendent pas autant de sujets, de verbes et de compléments d'objets directs ou indirects. Ils attendent des choses concrètes. Sinon, faire des discours, poser des slogans, etc., les balancer à tout va, etc., tout le monde se veut. Les Sénégalais n'attendent plus ça. Les réformes, on ne les mange pas, on les vit. Ouais, sur les réformes. Mais comment réformer dans un contexte où on assiste à ce que j'appelle le redéploiement du capital français? C'est le capital français qui se redéploie dans notre pays. Bon, on peut tout reprocher à Maître Wade, mais à un certain moment de l'évolution de notre pays, il avait su quand même prendre le taureau par les cornes en essayant de diversifier nos partenariats, mais également en menant une diplomatie économique agressive, mais quand même qui avait pour option l'attrait des investissements. C'est ce que j'appelle une diplomatie d'attrait des investissements. Et dans cette diplomatie d'attrait des investissements, le président avait diversifié de telle sorte qu'à l'époque, les entreprises françaises qui s'étaient installées au Sénégal depuis les temps immémoriaux, comme Bolloré, avaient des concurrents. Donc, il disputait le terrain de, je ne sais pas comment je l'appelle encore. Mais avec l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est le redéploiement du capital français. Au port, vous avez Bolloré, c'est également le retour avec le terminal à conteneurs, je ne sais pas, vraquier, comment on l'appelle encore. Donc, ce redéploiement du capital des Sénégalais, et non seulement ces entreprises françaises se redéploient aujourd'hui au Sénégal, mais notre secteur privé contribue, notre secteur privé s'affaisse. On nous dit aujourd'hui que le secteur privé, on ne crée plus d'emplois au Sénégal. C'est vrai, c'est un concept qu'on nous a vendu. L'État du Sénégal, du moins, ne crée pas d'emplois. C'est un concept qu'on nous a vendu. Mais si l'État du Sénégal ne crée pas d'emplois dans un contexte où le secteur privé est dans une position qui ne lui permet pas de créer de la richesse et de l'emploi, mais qui va créer de l'emploi au Sénégal. Donc moi, je pense qu'il y a matière à réfléchir sur ces sujets-là et pouvoir permettre aujourd'hui à notre secteur privé de pouvoir se redéployer. Donc, parlant de réformes, la première des réformes qu'il faudrait entreprendre, c'est de permettre aujourd'hui à notre secteur privé de pouvoir s'épanouir dans un environnement économique sain et concurrentiel. Parce que réformer déjà, faire de 5 ans à 7 ans, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un référendum. Nous venons de pays où l'oralité a toujours prévalu, où la parole donnée a toujours existé et le droit de reconnaître la parole donnée. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le jour où Baki Vourad se dédire, effectivement, les choses dans ce pays risquent d'empirer ou d'être autrement qu'on lui aurait conseillé ou qu'il l'aurait imaginé. Voilà, en tout cas, on va voir. Monsieur, bientôt ce sera le D-Day pour Karim Wade. Le 31 juillet, son procès est prévu pour le 31 juillet prochain, sauf changement. Alors, on s'achemine, Pape Sadio, inéluctablement vers un procès de Karim Wade. Vous allez dire enfin, pour qu'on puisse connaître la vérité, pour que la lumière jaillisse enfin. Oui, enfin, parce que depuis que Karim Wade a été mis en examen, arrêté et mis en prison, les Sénégalais s'interrogent. On s'interroge sur ce dont il est accusé. Le procureur Alindou nous avait parlé de presque... Non, du moins on nous avait parlé d'un détournement de 600 et quelques millions de francs. Milliards.
600 et quelques milliards de francs CFA. Et à ma foi, selon les dernières informations que nous avons eues, on accuse Karim Wade d'avoir détourné presque 100 et quelques milliards, 117 milliards de francs, y compris même ses biens immobiliers. Donc moi je pense que ce procès sera l'occasion pour les Sénégalais d'être édifiés. Mais j'apprends par ailleurs au niveau de la presse que le gouvernement sénégalais serait tenté de négocier. Est-ce vrai ou est-ce faux? L'avenir nous édifiera. Je pense que le 31 juillet est une date qui permettra aux Sénégalais d'être édifiés et c'est une date qui nous permettra de constater également que les accusations dont il est l'objet sont fondées ou non. Je pense que c'est vrai. Oui, est-ce que vous faites partie de ceux qui piaffent d'impatience de voir ce procès enfin se tenir? Moi, en fait, je considère que Karim Wade est un vénard. Karim Wade est un vénard parce qu'en fait, à 0 franc, on a pu effectivement vulgariser son image et le faire accepter de ceux-là même qui ne le toléraient pas en photo. Oui. À 0 franc. Comment? Mais la meilleure manière de promouvoir Karim Wade, c'était d'en parler tout le temps, de l'emprisonner, d'en faire une victime, effectivement, et de devoir conforter, consolider cela. Les faits, comme si, effectivement... reprochés à Karim sont très graves, quand même. C'est des reproches, ce n'est pas des preuves tangibles. C'est aussi simple que ça. Et c'est cela qui fait que pratiquement tout le monde est scandalisé. Comment on emprisonne quelqu'un et se met à courir derrière le monde, autour du monde, du moins, pour véritablement trouver des pièces à conviction. C'est ça la plus grosse aberration. Karim Wade aurait pensé, aurait rêvé, il n'aurait pas trouvé mieux que ça. On est parvenu à vendre son image et à le faire accepter. Il lui reste simplement un message à faire passer. C'est aussi simple que ça. Il a 50% d'avance sur tout le monde. Mais je crois qu'en fait, les Sénégalais aussi ont cette capacité, quand les choses deviennent graves et sérieuses, effectivement, d'avoir les reculs nécessaires et les retenues pour prendre la hauteur et réfléchir froidement à toutes les choses en aptitude de venir ou à toutes les perspectives. Karim Wade va sortir. Moi, je considère simplement qu'en fait, on l'a trop mis en prison. Il serait même plus correct, effectivement, qu'on fasse les investigations nécessaires, les enquêtes nécessaires, qu'on le laisse à libre, effectivement, en attendant de trouver des preuves. Parce qu'en fait, on en a fait une victime et c'est tant mieux pour lui. Malheureusement, ça aurait pu ne pas exister. C'est aussi simple que ça. Mais l'autre chose, en fait... Mais s'il est condamné, ça en est terminé pour lui. Il sera rendu inéligible. Oui, mais en fait, quand vous lisez, par exemple, dans la presse d'hier, les spéculations qui doivent avoir lieu, c'est-à-dire qu'il va être emprisonné 5 ans, dont 2 fermes, 3 avec sursis, effectivement. Donc on complote sur le dos des Sénégalais. Mais c'est un jeu, la politique. C'est un jeu. C'est pas pour rien. À la limite, même toute la phraséologie qui est utilisée, le lendemain, qui est politique, etc., etc. C'est autant de jeux. La scène politique, c'est du théâtre. C'est du théâtre, en fait. C'est-à-dire que ce sont les populations qui n'ont pas compris. Vous décryptez le concept, à la limite, c'est une grosse rigolade, la politique. À la limite, les seules personnes qui n'ont pas compris que la politique, ce n'est pas un champ de vertueux, ce sont ceux-là qui voudraient effectivement que la vertu y soit. Et quand ils le comprennent effectivement, ou ils retournent au rivage, ou carrément ils changent de configuration et de territoire. Mais la politique, c'est un jeu et c'est Koumen Semorom Doumen, c'est une jungle par moment aussi. Okay. C'est aussi simple que ça. En tout cas, tout le monde joue son va-tout dans ce procès, que ce soit le gouvernement ou Karim Wade. Voilà. Le gouvernement a sa crédibilité à jouer. Karim Wade, s'il a des ambitions présidentielles également, il a son avenir à jouer. Ah oui, mais le gouvernement a sa crédibilité à jouer, d'autant plus que pendant presque 2 ans, on nous a toujours sériné dans les oreilles l'idée selon laquelle ce monsieur-là a détourné presque 1/4 ou bien 2 fois plus que le budget du Sénégal, ce qui était impensable. Mais l'autre fait qui me semble un peu baroque mais anormal, c'est que les sergents de la traque des biens mal acquis, tous ceux qui avaient produit des ouvrages sur la fortune de Karim Wade sont tentés de faire profil bas. Par exemple, de 600 milliards parce que 600 ou 1000 milliards de francs, on est retombé à 100 milliards de francs CFA. On est dans le cadre de l'irréel où le citoyen sénégalais, on se joue du citoyen sénégalais. Qui a intérêt à se jouer des citoyens sénégalais? Où est la vérité? C'est la question que tout le monde se pose.
Et j'estime aujourd'hui que le gouvernement sénégalais a le devoir impérieux aujourd'hui de sortir la tête haute à l'issue de ce procès. Sinon, c'en est fini pour cet État-là qui joue gros sa crédibilité. Ouais, mais on est aussi dans un pays où on a compris que le ridicule ne tue plus. On a compris aussi qu'on est dans un pays, au moins quand même depuis 14 ou 15 ans, où énormément de postures ne sont qu'autant d'impostures. Et on a compris qu'on est aussi dans un pays, effectivement, où juste les gens se battent, s'activent, s'agitent. C'est juste pour prendre la place de celui-ci ou de celui-là, effectivement, et de pouvoir jouir comme autant de sybarites. Le Sénégal, ce n'est pas forcément des citoyens, c'est des jouisseurs qui existent là. Voilà, merci à tous les deux. Merci à Pape Sadio Thiam, journaliste consultant, directeur de l'agence Synergie Stratégie, AS, et à Élie Charles Moreau, il est écrivain et du groupe des 15. C'est quoi d'ailleurs le groupe des 15, Élie Charles? Des 45. Des 45, pardon. C'est un groupe de citoyens sénégalais qui ont réfléchi froidement à la marche du pays. Non, je peux vendre la mèche. Oui, allez-y. Qui ont réfléchi à la marche du pays et qui se sont dit et convaincus que les politiques avaient échoué et qu'il fallait trouver une alternative. Et que l'alternative, effectivement, n'est que culturelle d'abord. Parce que le pays est sur un socle ou à soubassement de culture. Entre deux piliers, cultuels et coutumiers, il est possible véritablement de faire de sorte qu'on recouvre ces valeurs-là qui puissent faire de sorte que non seulement nous nous restituions à nous-mêmes, mais qu'on puisse marcher, commencer à marcher du bon pied pour prendre en charge les questions. Vous allez mettre sur pied un parti politique? Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement pour l'instant. Dit de la société civile. Exactement, dit de la société civile, parce qu'en fait, il faut mériter d'être la société civile. Voilà. Ou d'y être. On aura l'occasion dans d'autres circonstances d'en parler en profondeur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'Actu en 7. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir.